Nous allons travailler sur cette carte. Elle montre les pays et leurs frontières. Nous avons ici le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, qui touche la Chine ici, le Pakistan, avec le fleuve Indus qui le traverse, l'Inde, traversée par le Gange, et qui a une assez large frontière avec la Chine, le Népal, ici le petit pays du Bhoutan, le Bangladesh, la Birmanie, un petit bout du Laos, le Vietnam. À l'est, nous avons les deux Corées, au nord, la Russie et la Mongolie. Pour ne pas surcharger le visuel, nous faisons disparaître les frontières et nous indiquons les principaux lieux géographiques qui interviendront dans notre propos. Vous reconnaissez ici la chaîne montagneuse de l'Himalaya, qui abrite le plus haut sommet du monde, le mont Everest, qui culmine à 8848 mètres. Tout en haut, nous avons la pointe sud des monts de l'Altaï, que nous avons bien connue dans les vidéos précédentes, comme bordant la steppe eurasienne orientale. Citons ici le massif montagneux du Pamir, dans le Tadjikistan. Là, nous avons le lac Balkhash au Kazakhstan, et ici la mer d'Aral. Nous avons au milieu une grosse tache claire qui représente le désert du Taklamakan, lequel occupe tout le bassin du Tarim. Et ici se trouve le désert de Gobi, paraît-il le plus redoutable au monde. Parmi les plaines et vallées, nous devons mentionner le corridor du Gansu, point de passage essentiel de la route de la soie. En ce qui concerne les fleuves, nous avons cité l'Indus et le Gange, qui sont hors de notre propos, mais remarquons ici le fleuve Yangtze, et surtout notre acteur principal, le fleuve jaune, autour duquel se déroule notre histoire. Bienvenue dans le monde de la Chine. Bonjour à vous, pèlerins du web. Il manque un morceau à notre récit du monde, un morceau immense, la Chine. Nous allons donc remonter le temps et explorer ses origines par un survol de la Chine archaïque jusqu'au Han. 4 chapitres et une petite annexe pour nous autres Français. Le riz se cultive dès -8000 dans la vallée du Yangtze-Kiang, le fleuve Yangtze, en Chine du Sud. Les rizières apparaissent vers -4500 dans la même région et correspondent à l'irrigation obéidienne pratiquée en Mésopotamie méridionale dès -6400. La rizière est à la source des sociétés structurées car elle demande une organisation collective, elle impose un calendrier précis et nécessite un travail coordonné. Le riz a littéralement façonné la civilisation chinoise. La période néolithique, le jade, la brume et le silence. Les premières grandes cultures du néolithique en Chine apparaissent en Chine du Nord avec la culture de Hongshan, entre -4700 et -2900. Hongshan développe déjà un art du jade, le plus ancien connu à ce jour. Mais ce n'est pas qu'un artisanat, c'est une spiritualité. On y trouve des objets rituels non décoratifs comme le fameux dragon cochon. À Niueliang, un temple se dresse. Une déesse aux yeux incrustés y veille. Il n'y a pas encore de ville, mais il y a déjà des centres sacrés. Plus au sud, sur le littoral, une autre culture émerge, Liangzhou. Dernière grande civilisation du jade.
Entre moins 3300 et moins 2300, elle franchit un cap. Urbanisation, hiérarchie sociale, pouvoir organisé. Ces jades deviennent d'une sophistication remarquable. Puis brutalement, elle disparaît. Crise climatique, inondations massives, son système hydraulique pourtant avancé aurait été débordé, on ne sait pas vraiment. Entre moins 2300 et moins 2100, le paysage devient flou. Pas d'écriture. Les cultures, multiples, régionales, fragmentées. Parmi elles, Longshang, avec sa céramique noire, ses premières fortifications et une société de plus en plus hiérarchisée. Et surtout, Erlitou. Là, quelque chose émerge. Une ville apparaît. Des palais, des routes, le bronze. L'État est en train de naître, et peut-être la dynastie Xia avec lui. Les premières dynasties, structure et ordre. La dynastie Xia, encore semi-légendaire. Elle s'étend de moins 2100 à moins 1600. Elle marque l'entrée de la Chine dans l'âge du bronze. Peut-être les premiers contacts à longue distance? Cette dynastie est probablement liée au site d'Erlitou. Avec elle, quelque chose change. Le pouvoir devient héréditaire. L'autorité s'organise, le territoire se structure, la Chine entre lentement dans l'âge des États. Puis vient la dynastie Shang, entre moins 1600 et moins 1046. Là, une étape décisive est franchie. L'écriture apparaît. Selon la tradition, le dernier roi de Xia, Ji, devient tyrannique. Un chef rival, Tang, de Shang, se révolte. Les deux s'affrontent lors de la bataille décisive de Mingtiao. Tang l'emporte, et avec les Shang, le pouvoir change de nature. Le culte des ancêtres est systématisé. La divination sur os oraculaire se développe. L'administration se renforce. L'armée s'organise. Le pouvoir royal devient sacré, mais il ne relève pas encore du mandat du ciel. Le roi est un médiateur entre les hommes, les ancêtres royaux et une puissance supérieure appelée Shangdi. Un roi prêtre, un chaman royal héréditaire. Tout cela va profondément évoluer avec la dynastie suivante, les Zhou. Mais ça, c'est pour le chapitre suivant. L'âge des philosophes, la tension intellectuelle. À cette époque, on commence à parler des États centraux. Le Zhongguo. Pas encore un empire, mais un cœur. Le cœur de la civilisation chinoise, dans la plaine du fleuve jaune. Sous les Zhou, deux périodes se succèdent. D'abord, les Zhou occidentaux, entre moins 1046 et moins 771. En moins 1046, le Zhongguo est un cœur centré à l'ouest, autour de la future région du Qin, entouré de principautés vassales. C'est la période des Zhou occidentaux.
Certaines principautés sont culturellement distinctes, comme Shu au sud ou Yan au nord-est. Les murailles n'existent pas, sinon en fortification autour des grands centres urbains. En moins 770, la capitale se déplace à Luoyang. C'est la période des Zhou orientaux. Le centre se fragilise. Peu à peu, les principautés prennent leur autonomie, jusqu'à former les grands royaumes qui s'affronteront durant la période des royaumes combattants. C'est alors qu'apparaîtront les premières murailles. Le monde Zhou ne disparaît pas, il se fracture. D'abord, les Zhou occidentaux, avec une capitale qu'on situe près de Xi'an. Le pouvoir royal tient encore. Mais surtout, une idée nouvelle apparaît, le mandat du ciel. Le pouvoir ne vient plus seulement des hommes, mais du ciel. Il faut souligner une chose. La nature mandataire du pouvoir signale qu'il peut être retiré. Si le roi devient tyrannique, il perd sa légitimité. Ainsi, les Zhou justifient leur prise de pouvoir en déclarant que les Shang ont perdu le mandat. Puis viennent les Zhou orientaux, à partir de moins 770. La capitale est déplacée à Luoyang. Et là, l'ordre se fissure de partout. Se succèdent alors la période des printemps et des automnes, de moins 770 à moins 476, puis la période des royaumes combattants, de moins 475 à moins 221. Le roi est toujours là, mais il ne gouverne plus. Des dizaines d'États apparaissent, s'allient, se trahissent, s'affrontent. Pourtant, un certain ordre subsiste. La guerre reste codifiée, aristocratique. Les nobles combattent en chars. Les affrontements obéissent à des règles. L'honneur du rang est encore respecté. Certains États dominent temporairement, comme le duc Wan de Qi ou le duc Wen de Jin. Ils se présentent comme les défenseurs de l'ordre Zhou et dirigent les coalitions. Ces deux personnages méritent qu'on leur porte un peu d'attention. Le duc Wan de Qi. Il règne de moins 685 à moins 643. Son nom personnel est Xiaobai. Il est considéré comme le premier des hégémons, le premier Ba. Grâce à son chancelier Guanzong, il réforme l'administration, renforce l'économie et structure l'armée. Qi devient alors la première puissance du Zhongguo. Le duc Wan stabilise le monde Zhou affaibli, organise des alliances entre États, lutte contre les menaces extérieures, les nomades, les États périphériques. Il ne détruit pas le système, il le maintient à flot. Wan est le premier à convoquer des assemblées de princes. Il impose une forme d'ordre dont le roi Zhou en est incapable. Wan meurt à 73 ans, de maladie, abandonné de ses fils. Personne n'ose ou ne veut s'en occuper. Il agonise seul dans son palais, affamé et négligé par ses proches. Son corps reste plusieurs jours sans sépulture. Une fin peu glorieuse pour le premier des hégémons. Toute son œuvre reposait sur son autorité personnelle et par l'équilibre maintenu par son chancelier Guanzong qui meurt avant lui. Après lui, ses héritiers se déchirent et le chaos politique s'installe. Une telle ingratitude n'est pas rare, c'est même une mécanique implacable de cette époque.
Le système politique déraille dès que l'homme fort disparaît. Dès que Wan se retrouve seul et malade, il devient un obstacle et les héritiers passent déjà à l'après, transformant le palais en un champ de discorde. Quand l'équilibre du pouvoir cède, même les valeurs les plus sacrées peuvent être balayées. On voit les mêmes expériences humaines du désordre chez les Grecs, avec Oedipe, Agamemnon et Antigone. Mais si la Grèce met cela en tragédie, la Chine essayera de corriger, avec les philosophes qui arrivent. Le duc Wen de Jin règne quant à lui de -636 à -628. C'est une figure majeure de la période des printemps et des automnes. Après un règne de 8 ans, il meurt à 69 ans, un âge tout aussi avancé pour l'époque. Wen meurt de cause naturelle, ce qui est un fait rare pour l'époque, et au sommet de sa réussite. Il est lui aussi considéré comme un des grands hégémons de son temps. Sous lui, Jin devient l'une des grandes puissances dominantes du Zhongguo. Jin est une puissance militaire organisée, un état clé avant les royaumes combattants. C'est une région charnière entre la Chine agricole centrale et les marches du nord et de l'ouest. En -403, après des décennies de luttes internes, Jin se fragmente en 3, chacun autour d'une grande famille. Naissent alors le Zhao, le Wei et le Han. Le roi Zhou doit reconnaître officiellement ces 3 États. Et pendant que la Chine se déchire, elle pense intensément. C'est le temps des philosophes. Ah, Mozart. Le premier, le plus connu, est Confucius, pour l'ordre, la morale et les rites. Dans ce monde en désordre, un homme apparaît. Confucius, né en -551 dans l'état de Lu, au cœur de la Chine des Zhou. Il regarde son époque et il voit un monde qui se défait. Alors, il propose autre chose. Revenir au rite, restaurer les hiérarchies, redonner à chacun sa place, retrouver l'harmonie. À la même époque, en Inde, un autre homme cherche une réponse. Siddhartha Gautama, le Bouddha. Mais leurs chemins ne se croisent pas. Trop loin, trop différents. Le bouddhisme n'arrivera en Chine que plusieurs siècles plus tard. Et pourtant, leurs pensées semblent dialoguer à distance. Confucius. Si le monde est en désordre, c'est que les hommes oublient leur place. Le père n'est plus père, le prince n'est plus prince. Bouddha. Le monde est en désordre parce que l'homme s'attache à ce qui n'a pas de permanence. Confucius. Sans ordre, il n'y a pas d'harmonie. Bouddha. Sans détachement, il n'y a pas de paix. Confucius. Tu quittes le monde pour le comprendre, moi, je m'y engage pour le redresser. Bouddha. Tu veux réparer une maison en flammes, moi, je te montre la sortie. Confucius. Si chacun fait son devoir, le monde tient. Deux sages, une même époque. L'un construit le monde, l'autre apprend à s'en libérer. Aucun ne l'emporte. L'un pense la société, l'autre pense l'individu. Le deuxième est moins connu par son nom, et pourtant, vous allez voir. Il s'agit de Laozi, pour l'harmonie de la nature.
Face à Confucius, une autre voix apparaît, plus discrète, plus insaisissable, Laozi. Peut-être son contemporain, peut-être une légende. On lui attribue un texte, le Dao de Jing, court, dense, énigmatique. Il ne cherche pas à organiser le monde. Il cherche à s'y accorder. Le Dao, la voie, le principe invisible qui traverse toute chose, et le Wu Wei, agir sans forcer, laisser faire sans abandonner. Là où Confucius veut redresser le monde, Laozi invite à ne pas le contraindre. Moins tu contrôles, mieux cela fonctionne. Il se méfie des lois trop nombreuses, du pouvoir trop rigide, des structures qui figent le vivant. Pour lui, l'harmonie ne s'impose pas. Elle se laisse émerger. De cette pensée naît le taoïsme. Confucius structure le monde, Laozi le laisse respirer. Ne pas confondre Laozi avec Sun Tzu. Les deux partagent une idée, l'efficacité sans brutalité, mais Laozi se retire quand Sun Tzu agit. Le troisième philosophe que nous devons citer est Mozi, pour l'altruisme, l'utilité, l'impartialité et le concret. Après Confucius et Laozi arrive Mozi, plus tard, entre -470 et -391. Et lui ne cherche pas à embellir le monde, il le regarde tel qu'il est. Pendant que les autres débattent, il pose des questions simples. À quoi ça sert? Qui nourrit les gens? Qui protège les villes? Qui répare les murailles? Mozi est un pragmatique radical. Son idée centrale, le Jian'ai, l'amour impartial. Ne pas privilégier les siens, traiter chacun de manière égale. Il condamne les guerres offensives, inutiles, immorales, mais il n'est pas naïf. Il organise la défense, il conçoit des machines de siège. Pacifiste et ingénieur militaire. Là où Confucius parle de rite, là où Laozi parle d'harmonie, Mozi parle d'efficacité. Il rejette le luxe inutile, la musique trop raffinée, les rituels vides. Pour lui, si cela ne nourrit pas les gens, si cela ne les protège pas, cela ne sert à rien. Le pouvoir, lui aussi, doit changer. Ce n'est pas la naissance qui compte, mais l'utilité, le mérite. Mozi pense la société comme un système, à organiser, à optimiser. Et pourtant, sa pensée disparaît peu à peu. Trop radicale, trop opposée aux traditions. Le confucianisme s'impose, le taoïsme perdure, le moïsme, lui, s'efface. Au fil du temps, les États zhou deviennent plus puissants, les règles s'effritent, les guerres s'intensifient. Si l'on met de côté la richesse intellectuelle de cette époque, on peut y voir une fragmentation comparable par certains aspects à celle du monde franc mérovingien. Vers une Chine unifiée, l'accélération de l'histoire. Nous entrons maintenant dans la période des royaumes combattants, de -475 à -221. 7 grandes puissances dominent alors. Qing, Zhao, Yan, Qi, Wei, Han et Shu. Luoyang, ancienne capitale zhou, reste un symbole, mais le pouvoir s'est déplacé.
Peu à peu, l'ordre Zhou se vide de sa substance. Le roi règne encore, mais il ne gouverne plus. En moins 256, la dynastie Zhou disparaît. Et en quelques décennies, tout bascule. Un royaume s'impose, Qin. Son roi unifie la Chine en moins 221. Il prend un nouveau titre, Huangdi, empereur. Un pouvoir au-dessus des rois, inspiré des souverains mythiques et des anciennes divinités. Mais cet empire est brutal, trop brutal. À la mort de Qin Shi Huang, en moins 210, tout vacille. Révolte, chaos, l'empire s'effondre presque aussi vite qu'il s'est construit. Deux hommes émergent, Xiang Yu, l'aristocrate, le guerrier, et Liu Bang, un homme du peuple, pragmatique, patient. Pendant 4 ans, ils s'affrontent, une guerre totale, et c'est Liu Bang qui l'emporte. Pas le plus fort, mais le plus politique. Il conserve l'héritage des Qin, mais en retire la violence. Il délègue, il s'appuie sur les talents, et surtout, il comprend une chose essentielle. La terreur ne dure pas. En moins 202, il devient empereur. Gaozu, le grand ancêtre. Avec lui commence la dynastie Han. Les Qin ont unifié la Chine par la contrainte, les Han l'ont stabilisée en la rendant gouvernable. Et avec eux, le Zhongguo change d'échelle. D'un ensemble d'États centraux, il devient un monde organisé à l'échelle du continent. Une petite annexe pour une comparaison partielle à toutes fins utiles. La Chine naît donc en moins 221 avec Qin Shi Huang. La France naît en 843 au traité de Verdun qui partage l'empire carolingien. La civilisation chinoise commence en moins 2500, plus ou moins 500 ans, avec les cultures néolithiques de Hongshan puis de Liangzhou. La civilisation gauloise commence en moins 750, plus ou moins 250 ans. On peut conclure en disant « La Chine naît comme empire quand la France n'est pas encore une idée, mais sous les deux, il y a déjà des millénaires d'histoire. » Ah, Mozart. Pour clore cette vidéo, faisons avec Zhang Qian le voyage inaugural de ce qui deviendra la route de la soie. La route de la soie fut inaugurée pendant le règne de Han Wudi, le guerrier. L'empereur dépêcha son général Zhang Qian pour explorer l'Asie centrale et établir des relations commerciales avec la Perse. Pour cela, Han Wudi fortifia les anciennes murailles avec des murs et des tours en pierre, assurant la protection du corridor du Ganzhou. Depuis leur conquête en moins 209 des territoires à l'ouest de la Chine, les Xiongnu, nomades venus du nord, menacent de faire alliance avec les Qiang du Tibet. Aussi, Wudi souhaite-t-il coloniser le couloir fertile du Ganzhou et ménager des alliances avec les tribus locales. En moins 139, l'empereur décide donc d'envoyer Zhang Qian en mission vers l'ouest pour conclure une alliance avec les Yuezhi, qui avaient été chassés de leur territoire par les Xiongnu en moins 177 et s'étaient installés en Daxia, la Transoxiane, l'ancêtre bactriane, qui est l'actuel Turkménistan. Accompagné par une escorte d'une centaine de gardes, il part de Xiang, c'est-à-dire de Chang'an, et s'engage dans le corridor du Ganzhou. Zhang Qian est rapidement capturé par les Xiongnu et reste leur prisonnier une dizaine d'années. Ponctué d'évasions multiples,
pendant lesquels il traverse le Pamir, le fleuve Oxus, aujourd'hui appelé Amu-Darya, et le Tibet. Il est néanmoins bien traité durant cette captivité, et il épousa une femme Xiongnu dont il eut un fils. Zhang Qian parvient à s'échapper et continue son voyage. Il passe par le lac Lop Nord, qu'il décrira dans son journal de bord comme un marais salant, à proximité des tombes des momies du Tarim, en longeant le nord du bassin du Tarim, autour des montagnes Kunlun, et à travers de petites zones fortifiées au milieu des oasis dans ce qui est aujourd'hui le Xinjiang. Il se dirige vers Taïwan, à Fergana. C'est le premier pays qu'il visite. Il décrit ses habitants comme des citadins sophistiqués, semblables aux Parthes et aux Bactriens qu'il décrira ultérieurement. C'est au cours de ce séjour dans le Taïwan que Zhang décrit le cheval Fergana, grand et puissant, suant le sang. Les Wuzun, voisins du Taïwan, sont décrits comme des nomades pastoraux capables de résister aux Xiongnu. Finalement, il arrive au pays des Yuezhi. La Daxia regorge de vestiges gréco-bactriens qu'il découvre. Les Yuezhi sont un peuple d'agriculteurs qui produisent des chevaux puissants et de nombreuses cultures inconnues, notamment la luzerne pour l'alimentation animale. Zhang Qian tente d'établir une alliance militaire avec eux. Cependant, les Yuezhi refusent d'entrer en guerre contre les Xiongnu. Zhang séjourne 1 an dans le territoire Yuezhi et dans le territoire bactrien adjacent. Il documente leur culture, leur mode de vie et leur économie, avant de commencer son voyage de retour en Chine, cette fois en suivant la bordure sud du bassin du Tarim. Lors de son voyage de retour, il est de nouveau capturé par les Xiongnu, qui l'épargnent car ils apprécient son sens du devoir et son sang-froid face à la mort. 2 ans plus tard, le chef Xiongnu, Shan Yu, meurt et au milieu du chaos et des luttes intestines, Zhang Qian s'échappe de nouveau. Sur la mission initiale d'un peu plus d'une centaine d'hommes, seuls 2 en reviennent, Zhang Qian et Ganfu. Lorsqu'il arrive à l'endroit d'où il était parti, en -125, il rapporte non seulement des informations fiables sur l'Asie centrale et les peuples qui y vivent, les Bactriens dans l'actuel Afghanistan, les Sogdiens dans l'ancien Kandjou, actuel Ouzbékistan, en plus des pays non visités, les Parthes dans l'ancien Anxi, la Tiaozi, c'est-à-dire la Mésopotamie, le Chengdu, c'est-à-dire l'Inde, et le Wuzun, qui deviendra la Mongolie intérieure. Mais il apporte aussi des informations sur les produits, l'alfalfa, le raisin, le vin, la carotte. Il trace des itinéraires, des routes, des passes, jusqu'alors inconnus des Chinois. Et il admet une possible localisation de la source du fleuve jaune, que la légende veut qu'elle provienne de la Voie lactée. Zhang Qian a également découvert l'existence des ânes et des chameaux de Bactriane, et surtout de cette race de chevaux aux longues jambes, les chevaux célestes, dans la vallée de Fergana, aux confins de l'Ouzbékistan. C'est, entre autres, pour en obtenir, que l'empereur de Chine enverra des caravanes chargées de soie, alors que son exportation était jusque-là interdite et punie de mort. À son retour en Chine, Zhang Qian est récompensé en obtenant un poste de conseiller du palais. « 6 ans plus tard, vers
1119, il entreprend une seconde mission, diplomatique cette fois, durant laquelle il traverse de nouveau le Turkestan jusqu'à la Sogdiane et fait une incursion sur la rive gauche de l'Indus. Nommé général des gardes du palais, pour l'occasion, il emmène avec lui 300 hommes, de l'or et de la soie, et revient après avoir obtenu le tribut du royaume des Wuzun. Les Wuzun sont les cousins des Xiongnu et sont de redoutables archers. Zhongqian revient donc en Chine avec une ambassade de Wuzun. Ses émissaires, qu'il avait pris soin d'envoyer dans les autres contrées, reviennent une année plus tard accompagnés de représentants des divers peuples. Une princesse chinoise de sang royal est même envoyée pour consolider les liens d'alliance avec le chef des Wunsu, le Kun Mo. Au cours de sa mission, Zhang Qian remarque des produits provenant d'une région aujourd'hui connue sous le nom d'Inde du Nord. Cependant, les routes commerciales pour accéder à ces territoires restent occupées par les Xiongnu. Zhang Qian, qui meurt peu après son retour, est souvent considéré comme l'initiateur de la route de la soie et du commerce avec l'Ouest. Les généraux Wei Qing, beau-frère de l'empereur puis Li Ling, ne tardèrent pas à repartir en mission dans ces régions. Vers -60, un protectorat Han fut institué pour administrer ces territoires de l'Ouest.